Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire iTrust en co-animation avec Damien Bancal. Je vais commencer par vous dire qu'on a eu un petit problème sur la plateforme aujourd'hui, donc on s'excuse énormément pour la gêne occasionnée. Donc voilà, vraiment désolée. Donc on va commencer par un petit tour de l'actualité en cybersécurité en commençant avec notre très cher Damien. Voilà, Damien, je te passe la main pour commencer ce webinaire. Eh bien, merci bien. Bonjour à tout le monde. En ce petit matin de février, les joies de la technique et des internets, eh bien justement, on va en parler ce matin pour cette 32e édition de la eTrust Community. Et ce mois-ci, je me suis dit, tiens, allons jeter un petit peu notre regard sur ces pirates de nouvelle génération, comme je les appelle gentiment. Ces pirates de nouvelle génération, eh bien, c'est quoi? Ce sont tous ces utilisateurs de ces boutiques que l'on peut trouver dans le black market. Alors, par black market, bien sûr, ce n'est pas obligatoirement en utilisant Tor dans le darknet, qui rappelle n'est pas un lieu illégal, n'est pas un lieu dangereux, c'est juste une autre forme de communication qui se veut plus chiffrée, qui se veut beaucoup plus anonyme, en tout cas qui est utilisée, qu'on le veuille ou non, aussi par des malveillants. Mais ce que je vais vous montrer aussi se trouve sur les internets. Vous savez, vous prenez un moteur de recherche et vous pouvez tomber sur ce genre de boutique. Et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Eh bien, c'est pour vous expliquer que, et on finira avec le ransomware et on parlera de Maisy, heureusement beaucoup de bruit en ce moment, vous expliquer que, eh bien, derrière ces assaillants, on a aussi, eh bien, des petites mains, des petits soldats qui peuvent être malheureusement des adolescents, qui peuvent être des adultes, qui veulent gagner un petit peu d'argent de poche. Et je vais vous montrer en deux, trois exemples malheureusement assez concrets, eh bien, qu'aujourd'hui, ces gens-là se font énormément d'argent sur nos dos, sur le dos de nos utilisateurs, sur nous, sur nos ordinateurs, sur les entreprises qui vous emploient, ou carrément même votre entreprise qui vous appartient. Et donc, comment ça fonctionne? Alors, la première boutique, eh bien, elle est spécialement dédiée au phishing et elle a refait parler d'elle ces derniers jours. Pourquoi? Parce que elle a permis, ou en tout cas, elle permet au moment où je vous parle, de tenter d'infiltrer des écorts d'art graphique. Alors, d'abord, cette boutique, eh bien, ça fonctionne comment? Eh bien, je vous la montre. Désolé, je vous ai quand même caché l'URL. C'est quand même pour éviter l'utilisation malveillante ou voire même l'utilisation par omission parce que on a envie de tester et peut-être que ça vous mettrait en danger, donc on va pas jouer à ça. Mais quand même, cette boutique, voilà ce qu'elle peut proposer. Elle peut proposer, eh bien malheureusement, énormément de possibilités. Alors, vous le voyez à droite, elle vous propose quoi? Eh bien, elle vous propose des stuffs. Alors là, vous allez voir au fur et à mesure à quoi ça sert pour ces gens-là. Des routes, des RDP, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, le petit acheteur va faire appel à ces vendeurs de mal, vendeurs de malveillance. Donc là, vous voyez par exemple dans les accounts, c'est les fameux qu'ils ont pu intercepter parce que soit les internautes utilisent tout le temps le même mot de passe. Il y en a ras-le-bol, je vous le dis, je vous le dis franchement. Cette semaine, je suis encore tombé sur plusieurs millions de données appartenant à des Français. C'est impressionnant. On a beau arrêter de faire comprendre aux gens, n'utilisez pas le mot de passe, parce que j'ai l'impression que c'est cause perdue, vu le nombre de gens qui utilisent toujours le même mot de passe. Toujours est-il que là, parmi les exemples, on se retrouve avec de la musique, avec de la pornographie, avec du bancaire, avec de la boutique. Et bien là, vous, le malveillant, vous pouvez acheter un certain nombre de comptes et lancer et commencer à réfléchir à votre attaque. Alors là, bon, ici, nous avons pour quelques dollars, là, je vous parle de dollars américains, eh bien, pour 3 dollars, vous pouvez acheter un utilisateur d'une boutique particulière. L'intérêt, c'est quoi? Eh bien, c'est d'accéder à l'intégralité de son compte, à ce brave monsieur ou à cette brave dame. Et donc, du coup, à partir de son compte mail et à partir de sa boutique, peut-être réussir à lancer une attaque par rebond. Eh bien, déjà, lui va servir, de cheval de Troie et surtout, on va pouvoir acheter d'autres outils. L'outil ici, par exemple, c'est d'acheter du RDP. Eh bien oui, pourquoi pas? Soyons fous. Pour une vingtaine de dollars, je vais me retrouver avec une bonne petite machine qui va bien pour envoyer du mail, parle du spam, et vous verrez que tout à l'heure, je vous en parlerai avec les ransomware où de plus en plus ces vendeurs d'outils demandent qu'on arrête, demandent aux gens qui participent à leurs attaques de ne plus faire de la vague massive de courriers électroniques malveillantes parce que ça se détecte. Et surtout, je vous l'expliquerai, je vous le montrerai, ils trouvent que c'est de moins en moins rentable. Toujours est-il que dans cette boutique,
Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez vous louer une petite machine sur un mois. Donc, vous voyez, là déjà, on commence à se constituer bien, une petite arme numérique. Et là, pour le moment, ça nous a coûté que 23 $. Vous imaginez un petit peu, bien sûr, dans l'esprit de ces pirates, le ratio, l'intérêt de se dire combien ça va me coûter pour fabriquer mon attaque la plus, on va dire, la plus transparente possible. Et puis, bien sûr, leur ratio est de se dire combien ça va leur rapporter. À partir de là, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est vraiment du click and play, du click and hack. Et je clique et j'achète. Bien sûr, tout ceci se paye en crypto-monnaie, mais j'ai découvert aussi dernièrement, depuis des boutiques qui utilisent des moyens et des systèmes de paiement, par liquide, par liquidité, par, des cartes prépayées. À partir de là, bien sûr, on va se fabriquer notre scam page, notre page de phishing, d'hameçonnage. Ici aussi, ça coûte une vingtaine de dollars. Alors, vous allez me dire, oui, mais on en trouve plein de gratuits. Oui, sauf que ceux-là peuvent être mis à jour. Ceux-là peuvent être clairement totalement personnalisés. Et je vais vous le montrer là maintenant. Alors, l'achat est le même principe, Là, on vous nous propose du Adobe, on va vous proposer aussi de l'Office, on va vous proposer en fait toutes les possibilités qui peuvent vous intéresser. C'est là qui est intéressant, malheureusement aussi, c'est que ces gens-là vous proposent du 100% personnalisable. En gros, vous fournissez aussi votre logo, vous fournissez aussi potentiellement les textes. Voilà, on a vraiment affaire à du game designer dans ce genre de situation, qui prouve aussi que ils se fabriquent des petites usines à malveillance avec le designer, le graphique, le concepteur de site internet. Je vous en parlerai tout à l'heure avec Maisie. Voilà, on est vraiment dans de la fabrication, sachant que ceux qui fabriquent, ceux qui vont vendre ça, vont tenter de ne plus être les véritables utilisateurs, les primo-accédants à la malveillance. Ils préfèrent vendre la malveillance, laisser des petits bras les utiliser à leur compte pour pouvoir lancer ces attaques. Voilà, toujours un nombre d'exemples possibles et imaginables. C'est fou, l'utilisation est en plus exponentielle. Je n'ai jamais vu autant de gens acheter. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils mettent le nombre d'utilisateurs et le nombre d'achats et de ventes. Alors, à partir de ces éléments-là, bien sûr, vous pouvez vous acheter un pack, vous pouvez acheter votre mensualité ou carrément l'accès complet au site internet. Donc là, pour 100 $, vous pouvez avoir l'intégralité des informations proposées avec en plus un numéro d'activation. Ce qui est fou aussi, c'est que je vois de plus en plus de sites, ou en tout cas de ce genre d'espace, qui proposent la 2FA. Vous savez, la double authentification. En plus, eux-mêmes, par des questions de sécurité, vous proposent de sécuriser votre compte de Black Note, de pirate, par la 2FA. Alors, à vous de vous débrouiller pour proposer ce moyen, mais je trouve ça complètement fou de se dire qu'ils vont jusqu'à ce niveau-là. Alors, je vous cache pas que pour tracer quelqu'un, c'est quand même très intéressant. Sauf que, bon, bien sûr, il existe plein de moyens de se rendre anonyme avec ce genre d'utilisation. Euh, Petit détail non être négligeable, c'est que voici deux exemples de pages, somme toute assez communes, on n'arrête pas de les voir, sauf qu'elles marchent, comme dirait l'autre, de feu de Dieu. Elles sont d'une efficacité redoutable. Et je suis tombé sur un kit qui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, d'une quarantaine de nouveaux phishing. Oui, comment j'ai réussi, c'est qu'ils ont fait une erreur. C'est que ces gens-là, dans la précipitation peut-être, ont laissé accessible l'intégralité de leur dossier qui était caché sur un méga. Vous savez, cet espace de stockage. Ils ont oublié tout simplement de mettre la clé qui permet d'accéder au fichier. Et sans la clé, tout le monde peut y accéder si on connaît l'URL. Eh bien, j'ai eu la chance de connaître l'URL. Alors, je ne suis pas fou non plus. Il n'est pas impossible qu'ils l'aient fait exprès, parce que peut-être que les pages qu'ils ont diffusées sont piégées. Vous voyez, on est toujours dans ce petit cercle vicieux où on ne peut pas leur faire confiance, soyons très clairs. Bon, là, par rapport à sur ce que j'ai pu voir et trouver, je pense que c'est une erreur de leur part. Mais on n'est jamais à l'abri. Je dis ça pour potentiellement les professionnels ou les non professionnels. Je me permettrai pas d'expliquer aux professionnels qui, quoi, comment, où, mais pour les autres. Voilà, c'est pas parce qu'un pirate vous offre un cadeau, ce n'est pas parce que vous pensez qu'il a fait une erreur que son erreur n'a pas été réfléchie. Soyons très clairs. Après, on a les attaques. Eh bien, ça, c'est une attaque qui n'est pas vieille. Regardez vous-même, elle date du 17 février. C'est un mail envoyé avec une véritable identité, avec un véritable nom, avec un véritable URL. Et le jeu était malheureusement assez simple. C'est cette attaque qui a visé des écoles d'art graphique en France, mais aussi partout dans le monde. Il s'est avéré que beaucoup d'écoles ont été impactées.
en tout cas ont reçu cette missive malveillante. Alors, grand classique, hein, nous avons ce qui semble être une pièce jointe, un message qui incite au clic. Bon là, en fait, c'était une image, ce n'est pas du tout une pièce jointe. Et les gens qui cliquaient dessus se retrouvaient tout simplement eh bien, sur le type de page que voici. Là, même principe, hein, vous choisissez votre support que vous utilisez naturellement. Là, j'avais cliqué sur Google. Là, on vous ouvre une petite fenêtre qui vous demande, classique aussi, hein, votre mail, votre mot de passe. Ah, tiens, votre numéro de téléphone aussi pour la double authentification. C'est intéressant, non pas parce que ça va fonctionner, mais plutôt parce que c'est une collecte supplémentaire. J'ai votre numéro de téléphone. N'oubliez pas ces fameuses attaques par rebond. Sur les smartphones, les ordiphones, sur les tablettes aussi. Pourquoi? Parce que eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est particulièrement efficace un phishing, un hameçonnage via ce support parce que visuellement, on n'a pas le confort, qu'on le veuille ou non, de l'ordinateur. On a ces affichages, on a aussi des moyens de bloquer les pages dans les ordiphones qu'on peut facilement faire sauter hein, sur un ordinateur. Et donc là, bah, l'intérêt, c'est d'intercepter toutes les informations des populations. Là, quand vous cliquiez, vous fournissiez vos données, il y avait une véritable page qui s'affichait. Voici la page qui s'affiche quand la personne a rentré ses coordonnées, a rentré ses informations. Et donc, du coup, c'est une façon aussi de baisser son attention de cyberprotection. Ah bah tiens, j'ai un véritable document. Rapidement, ça m'intéresse pas. Il ferme. Mais pendant ce temps-là, l'intervenant malveillant, lui, a intercepté toutes les données. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais jusqu'où il veut-il aller? Eh bien, c'est pour vous montrer que là, l'interception des informations a commencé en amont du phishing et donc c'est clairement réfléchi via la boutique que je vous ai montrée tout à l'heure, mais via d'autres boutiques où ils avaient toutes les adresses de différentes écoles, de différents lieux qui ont permis de lancer ce phishing encore plus ciblé, cet hameçonnage encore plus ciblé. Et donc, du coup, pour eux, c'était simple. J'ai mes primo-accédants, donc une boutique, une école, un site web, ou en tout cas des gens qui existent vraiment, j'accède à leur compte mail par des informations que j'ai pu acheter, 3-4 $, et donc je peux lancer mon attaque hyper ciblée. Et donc là, du coup, on se retrouve dans quoi? On se retrouve effectivement dans un phishing qui, si on est un peu formé, on se dit c'est pas un véritable problème, je vais bloquer, je vais empêcher, je vais utiliser des outils et des gens compétents qui me permettront d'éviter de tomber dans ce piège. Oui, sauf que à partir de cet élément-là, commence une autre attaque. Très clairement, les pirates dans leur fond, dans leur petit jardin secret, ils ont une véritable attention, c'est l'attaque par le rançonnage. Parce qu'une fois qu'ils ont les mails, une fois qu'ils ont les mots de passe, une fois qu'ils ont surtout la capacité de vérifier qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ont été jusqu'au bout du processus, dont ce fameux affichage de PDF, permettra peut-être ensuite de se dire, tiens, et si je leur envoyais un fichier doc? Et donc là, c'est une autre boutique. Cette boutique-là se trouve donc là, cette fois-ci dans le darknet, donc il faut utiliser entre autres ici l'outil Tor, mais ça peut passer aussi par I2P, ça peut passer par d'autres moyens pour anonymiser ensuite d'autres formes d'attaque. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est sur un site oignon, point oignon, donc chez Tor, que c'est illégal. Il y a plein de sites totalement utiles et plein d'outils totalement utiles par ce système-là. Mais les malveillants l'utilisent. Pourquoi se gêneraient-ils, hein, soyons très clairs. C'est juste pour bien rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de Tor dans les entreprises. Il faut mettre des règles. Il ne faut pas avoir peur de ces espaces, en tout cas utilisés par Oignon, sur Oignon, pardon, avec Tor, etc. Parce qu'il peut y avoir des choses très bien. Je prends l'exemple, la Poste passe par là, Facebook, même si Facebook tout seul, hein, c'est le mal incarné, mais toujours est-il qu'ils utilisent aussi ce genre de choses, mais aussi les malveillants. Et là, cette boutique que je vous montre, eh bien, c'est tout simplement le ransomware HQ, le quartier général de celui qui veut se fabriquer son petit ransomware de A à Z. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ici, une boutique vous dit très clairement, vous allez manager, vous allez mettre en place votre outil. Alors là, déjà, ça commence simplement hein, par le nerf de la guerre. Eh bien, c'est combien vous souhaitez faire payer votre cible par un ransomware. Donc là, 0,4 Bitcoin, on est pas mal. Hein, on est quand même dans un montant assez intéressant. Je vous expliquerai à la fin que certains groupes proposant ce genre d'outils euh, propose clairement le montant en disant que ce montant sera payé. Trop bas, non. Trop haut, oui. Enfin, voilà, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc là, première chose, je manage, donc je peux mettre mon montant, je peux mettre le texte qui sera envoyé à ma cible, en tout cas, ou aux cibles. Je peux bien être, bien sûr, l'adresse Bitcoin, en tout cas, ou de crypto-monnaie, parce qu'on peut en choisir plusieurs, qui permettra de recevoir le montant, comme on peut le voir en bas, avec la petite fenêtre Malware Campaigns. Donc, c'est la campagne malware, combien a-t-elle rapporté d'argent? Et ce qui est intéressant, c'est que
Après, malheureusement, on a un ensemble, on est presque dans un super outil, hein, parce que là, on va pouvoir vous dire le nombre de sites touchés, quels sont les Windows touchés, et puis là, vous aurez le pourcentage de téléchargement. En bas, vous avez les pays, le nombre de fois où ça a été loadé, le pourcentage de réussite. On a bien sûr la partie paiement, ça serait pas drôle, hein, avec le nom de la machine, avec le système touché, avec l'IP de la victime, la dernière mise à jour. Et je vais vous montrer à quoi correspond cette mise à jour. C'est que malheureusement, on a des gens qui n'y connaissent rien, mais aussi des professionnels qui se disent tiens, je vais tenter de parler, de converser avec ces populations. Parce que ce que je vous montre là, c'est un outil utilisé par les affiliés. Ce n'est pas l'outil qu'utilisent ceux qui vendent l'ensemble de l'attaque aux affiliés. Et donc, par List Update, là, l'affilié verra le nombre de fois où ça a été cliqué, le nombre de fois où il y a eu mise en relation. Parce que là, notre petit affilié, notre petit bras, notre petit soldat ne voit pas obligatoirement le chat. Les chats mis en place maintenant de plus en plus avec les ransomware, et en tout cas avec ceux qui proposent aux affiliés d'attaquer, parce que ce chat permettra de converser, comme j'ai pu le lire, avec les clients. Parce qu'on est vraiment maintenant dans des populations où j'ai attaqué une entreprise, ce n'est pas une attaque pirate informatique pour dans leur esprit, c'est ce qu'ils essayent en tout cas de vendre, mais de dire oui, j'ai tenté d'aider une société qui devient mon client. C'est fou furieux. Et donc à partir de là, on se retrouve avec ce genre de diffusion. Là, pour ceux qui connaissent, c'est Maisy, hein, on en a parlé énormément ces dernières semaines. Bon, ça fait quelques mois maintenant que ces gens-là agissent, hein. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, l'iTrust Community en avait parlé il y a 5-6 mois, hein, déjà pour alerter en disant regardez bien ces gens-là, malheureusement, veillez-les, faites une veille sur ces populations parce qu'ils ont des signaux faibles qui vont malheureusement devenir des signaux forts. Bon, bah écoutez, il y a des professionnels qui se permettent d'appeler des entreprises pour se plaindre de ceux qui lancent les alertes, ou etc., etc. Bon, maintenant, il est un peu trop tard, hein. Je ne le cache pas, ils ont une force de frappe qui, moi, m'inquiète. Mais une force de frappe, pourquoi? Parce qu'ils utilisent justement des affiliés, des petites frappes, des petits bras qui, ben, partout, hein, ils peuvent infiltrer, ils y vont. Et donc l'ambiance, eh bien, elle est là. L'ambiance, c'est quoi? C'est que j'ai pu lire, j'ai pu voir des commentaires entre ceux qui vendent le ransomware, vous savez, cette fameuse forme de location, et les affiliés. Alors, la population est très simple, hein. Ils ne prennent jamais plus de 10 affiliés en même temps qu'ils sélectionnent. Très clairement, j'ai vu des sélections faramineuses. Il faut leur amener des preuves de ce qui a déjà été fait, des montants qui ont déjà pu être amenés, des méthodes qui peuvent être utilisées. Alors oui, pour rappel, les méthodes, elles sont supra-variées. Ça va de RDP au simple phishing. Je prends l'exemple de Sididoki que j'ai pu croiser sur des chats comme Maizy. Ils le disent très clairement, hein. Rien de plus efficace que le phishing. Ensuite, ne pas spammer. Je vous le disais tout à l'heure. Ils le disent très clairement à leurs affiliés. Ne spammez pas. Nous, envoyer des millions de mails, ça ne nous intéresse pas. Choisissez. Et ils le disent très clairement. Faites-le à la main. Veillez, regardez, faire de l'OSINT sur vos cibles. Au moins, plus la cible sera propre et en tout cas ciblée, et plus elle payera. Anciens mineurs, énormément de participants, alors énormément, je ne parle pas de milliards, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ils prennent jamais plus de 10 affiliés pour certains cas. Ils aiment bien utiliser des gens qui faisaient du minage. Vous savez, c'est infiltrer votre site internet pour y placer un petit mineur de crypto-monnaie. Eh bien, ils aiment ces populations parce qu'ils savent que ce sont des gens qui iront discrètement dans l'infiltration avant de pouvoir installer, eh bien, comme dirait l'autre, tout leur bordel, hein. Et ensuite, 70-30. Alors, petit jeu, d'après vous, le 70-30, Diane, tu es en ligne. D'après toi, qui touche les 70% de la somme, par exemple ici, des 99 $? L'affilié ou celui qui vend le ransomware? Très clairement, 70, c'est pour celui qui vend le ransomware. Le petit bras touchera 30% au début. C'est clairement le deal. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Tu toucheras déjà 30%. Je vous avoue que pour avoir vu certains montants qui peuvent avoisiner les 5000 $ par machine impactée, même 30%, ça intéresse toutes les populations. C'est fou. Donc, c'est le deal de départ 70-30. Ce que je vous montre là à gauche, c'est une page de chez Maisy qui a fait des premières transactions avec on ne sait pas qui, hein, mais toujours est-il que ça commençait là à 99 $. On a aussi les affiliés n'ont aucune clé. Donc ça veut dire que les gens qui vous ont infecté sont peut-être des affiliés, ils n'ont même pas les clés de déchiffrement. C'est en fait ceux qui ont vendu le ransomware, qui ont vendu le package, qui ont vendu le business, qui eux ont les clés, qui ont eux les clés de déchiffrement. Et ce qui est intéressant, c'est qui gère le chat.
ce fameux chat qui permet de converser avec les clients. Alors, ce que je vous ai montré avant sur votre gauche, c'est là, quand vous lisez par exemple votre temps a expiré, vous êtes doublé, eh bien, je me suis rendu compte, parce que j'ai la chance de temps en temps de tomber sur des chats avec des clients. Je me mets au milieu, je regarde, je lis. Il y a beaucoup de populations qui essayent d'amadouer en face. J'ai repéré beaucoup de professionnels de la cybersécurité qui se disent, je vais discuter avec eux. Ok, c'est votre problème, hein, vous faites ce que vous voulez. Dites-vous que ces populations-là ont volé les informations avant de vos clients ou vous ont volé vos informations. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Je vais être très clair avec vous. C'est impossible à faire confiance. Alors, quand vous voulez dealer avec eux, bon, bah, que vous vous sentiez fort, beau, grand, parce que vous travaillez dans une énorme société de cybersécurité et que vous avez le savoir infus, ok, malheureusement, je les vois agir aussi. Et on peut se retrouver avec la petite fenêtre quand c'est marqué temps expiré, je vous double. Oui, bah c'est simple, hein, c'est qu'en face, les fournisseurs des ransomware ont déjà fait l'intégralité de l'environnement de qui leur parle. J'ai pu voir des discours faramineux qui font vraiment très peur parce qu'ils ont vraiment tout. Et là, bah, c'est simple, une personne a voulu faire le malin, et il y en a énormément, hein. Ils ont fait le malin, et bien du coup, le chat se ferme. C'est marqué, vous avez été banni parce que vous avez été virulent ou agressif à l'encontre de ceux qui vous ont infecté, et ils ferment le chat. Et ils vous ont doublé le montant. Ça veut dire qu'avant même de pouvoir reconverser avec eux et donc d'espérer récupérer votre clé de déchiffrement, les mecs en face vous ont doublé le prix qu'ils vous réclamaient par ordinateur. Alors, ça pouvait commencer à 500 $, ils vous en mettent 1000 dans les dents, d'entrée de jeu. Et vous devez payer 1000 pour pouvoir réespérer, pouvoir rediscuter avec eux et pour pouvoir espérer récupérer votre clé. Et ce que personne ou quasiment très peu de gens voient, c'est leur chat dans lequel ils fournissent des fichiers. Ce que je vous montre en bas à gauche, c'est simple, hein, c'est pas vieux, c'est du 19 février. Ils ont fourni une base de données correspondant à des hôtels qu'ils ont infiltrés quelque part dans le monde, dans lequel ils ont fourni l'intégralité des preuves de fichiers internes. Alors, je ne vous parle pas des factures, hein, je ne vous parle pas, je ne sais pas moi, des contrats avec les clients. Non, ils ont fourni les données correspondant aux employés des entreprises. Et quand je vous parle des employés, c'est passeport, dans ce que j'ai pu voir, passeport, document de DRH, hein, des ressources humaines, et là, ce qui est fou, c'est de se dire, bah, pour leur avoir posé des questions, hein, quasiment tous, quand je peux les rencontrer, numériquement parlant, je leur pose des questions. Moi, l'intérêt est de savoir qui sont ces gens derrière, mais surtout leur mentalité, leur motivation, leur pays aussi, ça peut être intéressant, parce que le ransomware peut être aussi une poudre. Hein, vous faire croire que vous êtes rançonné, c'est juste aussi pour de l'image. C'est pour ça que je parle de très très peu de cas que je peux rencontrer, parce que je me rends compte aussi que c'est un moyen de nuire à une image d'une entreprise, mais aussi de son personnel. Imaginez, l'infiltration aujourd'hui, eux, les informations qu'ils veulent, ils les diffusent ou ils les revendent aussi à d'autres. Pour le cas des hôtels, je vous dis, c'était fou furieux. Quand je me dis que moi, par exemple, on va pirater mes employeurs, quels qu'ils soient, et que dans les employeurs, ils vont surtout s'intéresser à la DRH, dans lequel ils vont voler toutes les données, eh bien, du personnel. Pour avoir vu des cas où on se retrouve avec les fichiers des émigrants, avec toutes les données des familles, avec les photos. Voilà, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, le phénomène du ransomware, ce n'est pas que vos ordinateurs infectés, infiltrés, et que, oh là là, on ne parle pas, on ne dit rien, on fait signer des clauses de confidentialité aux employés ou aux partenaires en disant surtout n'en parlez pas, hein, ce ne sont que des ordinateurs. Non, comme disent les jeunes, what the fuck. C'est aussi malheureusement toutes les données de vos employés, toutes les données des personnes, toutes les données privées qui vont se retrouver dans des boutiques qui vont être vendues. Alors que tous les experts se mettent la main dans la main en se disant il faut maintenant qu'on utilise une communication beaucoup plus efficace. Jouer sur la peur, ça va, mais le problème, c'est qu'en face, on a des gens qui, en plus, revendent tout. Parce que le marketing de ces malveillants, c'est je vends une technique de rançonnage, je vends ma boutique qui va permettre à des petits bras de l'utiliser, on partage l'argent, mais après, je vais vous faire chanter parce que j'ai volé vos données, et dans tous les cas, vos données, je vais les revendre. Donc voilà. Voilà, c'était le petit cri du cœur de ce mois de février pour bien vous faire comprendre cette cybermenace, elle utilise aussi, malheureusement, eh bien, l'appât du gain, ça a toujours été le cas, mais là, il est devenu vraiment exponentiel parce que, à première vue, ces gens-là gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Je vous passe la main à Alexis. Ils vont vous parler maintenant, identifier vos cybermenaces avec l'intelligence artificielle, qui est loin d'être négligeable,
Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'humain seul ne peut plus faire grand-chose face à des armées qui ne sont pas obligatoirement des armées étatiques. Merci beaucoup, Damien, pour ton intervention. Donc, effectivement, on va rentrer dans le sujet donc, de l'identification des cybermenaces avancées avec l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, donc merci Damien pour cette première présentation. Je vais prendre du coup la suite. Donc dans le cadre de cet atelier, je vais vous proposer d'aborder, d'échanger sur l'utilisation de la matrice MISTRE et de l'intelligence artificielle afin d'apporter une détection des cyberattaques. Donc très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, iTrust, acteur et éditeur français de logiciels en cybersécurité depuis 13 ans. Donc on a 3 pôles d'activité reconnus. Le premier, la partie expertise, donc tout ce qui est audit, pentest, conseil. Le deuxième, la brique solution, donc tout ce qui va être scanner de vulnérabilité pour la partie préventive. Le SIEM pour la partie collecte, enrichissement des logs, parsing et stratégie de détection. Et Réveillum pour tout ce qui va apporter la brique IA et les arbres de décision. Le tout packagé pour former par la suite le pôle SOC qui va être constitué des solutions techniques, de procédures d'analyste SOC niveau 1, 2 et 3. Donc, quand on parle de stratégie de détection, on va parler pour iTrust de matrice MITRE. La matrice MITRE, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une matrice qui permet de cartographier de façon simple les dimensions tactiques et techniques de mode opératoire d'attaquants. C'est-à-dire que cette matrice, vous allez pouvoir l'utiliser pour visualiser et évaluer votre couverture défensive. La stratégie de détection associée que nous mettons en place, et pour la plupart de nos clients, se base sur cette matrice. Donc, le but, c'est d'avoir les différentes tactiques et techniques qui pourront être adressées ou couvertes par des règles de détection, de corrélation, de scénarios d'IA en fonction des techniques ciblées. Donc, ce référentiel va mettre en relation tactique technique, risque à couvrir et source de log. C'est vraiment la base de la construction d'une stratégie de détection. Et encore une fois, vous le verrez par la suite, une stratégie de détection, on peut la couvrir par ce dont je vous parlais, un règle de détection, de corrélation, IA ou arbre de décision, et que chaque solution va être pertinente en fonction du risque à couvrir. Donc, comment on va utiliser ce référentiel dans la construction d'une stratégie de détection? La première étape, et le workflow est assez simple, on part d'une analyse de risque qui va être utilisée dans la phase de build et pendant les workshops stratégie de détection. La plupart du temps, on accompagne déjà nos clients sur cette partie parce qu'il s'agit d'une analyse de risque basée sur les équipements de sécurité périphériques. Mais la démarche est assez simple. On identifie un risque à couvrir au travers de tactiques et de techniques de cette matrice, les sources de log qui sont associées, la verbosité nécessaire et les règles de détection associées qui vont permettre de faire ressortir un event ID, un événement, un marqueur à détecter. Et de façon bidirectionnelle ou même itérative, si vous voulez couvrir une nouvelle technique ou une nouvelle tactique de la matrice MITRE, vous regardez le risque à couvrir, quelles sont les sources de logs nécessaires, quel est le contenu des logs et du coup, quels sont les événements à détecter. Dans le cadre où c'est une nouvelle source de log qui va être disponible, la démarche reste la même. On regarde le contenu des logs, les événements que l'on peut détecter, et du coup, quels sont les risques qu'on va pouvoir couvrir par la suite. Donc, c'est une démarche que vous pouvez réaliser dès qu'une de vos entités ou suite à une discussion RSSI, vous aurez un nouveau risque à couvrir, puisque ce sera une entité qui en aura subi les conséquences. Et le but, c'est d'arriver à produire une photo de l'état de couverture d'un périmètre en fonction de cette matrice. Sur la partie IA, donc là, je vous ai parlé de la partie stratégie de détection, couverture, on va dire plus référentielle. Et on va rentrer dans la partie IA, puisque la partie détection, corrélation, arbre de décision, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas là. Mais la partie IA, donc la partie IA, c'est quelque chose qui est assez global. L'IA, c'est quelque chose dont on entend parler assez souvent. C'est un peu le mot buzz qui est à la mode. Nous, on va orienter vraiment le discours sur la partie machine learning. Mais juste un peu d'histoire autour de l'IA. Donc, l'IA, on a la partie statistique qui est utilisée depuis longtemps. On va le retrouver dans énormément de milieux, que ce soit financier, médical, mais vous allez le retrouver dans l'ensemble des environnements. Les systèmes de gestion de bases de données de type SQL sont apparus dans la deuxième moitié du XXe siècle pour stocker et organiser les données. Et à partir de là, il y a le data mining qui s'est développé. Donc, il s'agit de techniques de modélisation
de visualisation et de prédiction de données assez simples comme les techniques de régression. Dans les années 90, ce qui est intéressant, c'est que les algorithmes de type réseau de neurones ont commencé à donner des bons résultats. Vous avez sûrement dû entendre parler de la victoire de Deep Blue aux échecs sur le champion du monde, qui a fait apprendre à la machine en fait des relations complexes entre les données et d'y associer des décisions. Donc là, on est vraiment dans la reconnaissance de patterns. Dans les années 2000, le mouvement s'accélère, donc on a la naissance du stockage et du calcul distribué qui permet d'entraîner des réseaux de neurones extrêmement profonds. C'est à ce moment-là qu'on va parler de machine learning. Donc, c'est des algorithmes d'apprentissage qui visent à reconnaître des patterns complexes dans les données. Donc, si on reprend tout ce qu'on vient de voir, par ordre de complexité, en premier, on a tout ce qui est régression, puis algorithmes, comme les arbres de décision. Ensuite, on a la partie random forest qu'on verra utiliser dans du DGA, et les plus complexes étant les réseaux de neurones. Après, on peut aller sur du deep learning, mais le deep learning, c'est lorsque les réseaux de neurones sont extrêmement profonds avec un nombre très important de variables et de paramètres. Et cet ensemble, c'est ce qui va ouvrir la porte à l'intelligence artificielle qu'on va entendre et qui est utilisée dans énormément de domaines, notamment pour traiter des énormes volumes de données. Donc, sur la partie machine learning et IA, on a deux types, et je détaillerai un peu la différence entre les deux. On a le machine learning supervisé et le machine learning non supervisé. Mais concrètement, à quoi peut ressembler un scénario de machine learning supervisé? Donc là, c'est le cas d'usage du machine learning en cyber, en orientant les tactiques sur l'exfiltration de données avec le DGA. Donc le DGA, ça consiste à détecter des noms de domaines qui sont générés de manière aléatoire, utilisés comme point de rendez-vous par des bots dans le cadre d'attaques de type command and control. Donc c'est la capacité de générer des noms de domaines qui changent tout le temps et qui va permettre aux attaquants de pouvoir poursuivre une attaque sans que les noms de domaine soient blacklistés, tout simplement parce que le volume de données exfiltrées via un nom de domaine n'est pas assez important, ou ils n'auront pas eu le temps d'être blacklistés. Donc, comment on va apporter une détection efficace par rapport à ce type de comportement? Donc, on est vraiment dans du machine learning supervisé. On va utiliser trois techniques de modélisation, donc le LSTM, le Random Forest et le Bigram. Donc, le LSTM, c'est tout ce qui est long term, short term memory. C'est un réseau de neurones qui analyse l'enchaînement des noms de domaine qui contactent l'organisation en testant la cohérence à long terme et à court terme de cet enchaînement. Vous pouvez le voir, c'est comme si vous preniez en fait et vous testiez la cohérence d'une conversation à court et moyen terme. Je vous pose une question tous les jours, vous me répondez non, et le dernier jour, vous répondez oui. Si je teste la cohérence de la conversation à court terme, on trouve que la conversation est cohérente, mais si on teste à long terme, on trouve effectivement une incohérence puisqu'on passe de non à oui d'un coup. Vous allez retrouver aussi cette technique qui est utilisée, si vous utilisez Gmail, si vous commencez à taper bon, vous allez avoir jour qui apparaît. Si vous répondez, vous allez avoir bonjour, le prénom de la personne à qui vous répondez. Donc, c'est une des façons d'utiliser cette technique. Le Random Forest, c'est un ensemble d'arbres de décision qui va détecter les enchaînements de lettres qui vont être utilisés, donc rarement utilisés par des domaines légitimes. Donc, ça va être plus puissant que des simples règles de décision parce qu'on va pouvoir contenir plusieurs milliers d'arbres de décision qui peuvent tester plusieurs millions d'enchaînements de lettres. Et le but, c'est à chaque fois qu'on crée un enchaînement, on va y associer une malveillance ou non, et chaque fois qu'un nouveau comportement est détecté, il va être comparé à l'ensemble des enchaînements qui ont été détectés. Et à chaque fois, on identifiera si on se rapproche d'un comportement malveillant ou pas. Les bigrammes, ça teste l'enchaînement des caractères. Donc là, typiquement, 2 caractères. Et on va essayer de trouver l'enchaînement de ces bigrammes dans les noms de domaine qui sont identifiés, voir si certains sont connus comme déjà ayant été utilisés par des algorithmes de type DGA. Donc, c'est vraiment 3 techniques qui sont utilisées pour faire de la détection au travers d'une exfiltration de données de type DGA. Donc, comme je vous le disais, l'IA, le machine learning, ça permet de réaliser du machine learning supervisé, comme on l'a vu précédemment, donc au travers du DGA. Mais on peut aller vers du machine learning non supervisé. Et là, on va s'orienter vers du UBA. Donc, le UBA, c'est User Entity Behavior Analytics. Le machine learning supervisé, en fait, on donne un jeu de données étiqueté à l'algorithme, c'est-à-dire qu'on lui donne une cible à atteindre. Et l'algorithme essaie de trouver des combinaisons de variables qui sont le plus souvent associées à cette cible. Je vais lui apprendre à détecter une cyberattaque qui s'est produite de type DGA grâce à un ensemble de variables. Et dès que les patterns associés à cette attaque se reproduiront, l'algorithme va sortir une alerte.
Le non supervisé, c'est un peu différent. Le jeu de données n'est pas étiqueté. L'algorithme part des variables et je lui demande de me trouver des groupes pertinents dans ces variables, c'est-à-dire quels sont les utilisateurs qui ont un comportement similaire dans le système. Et à ce moment-là, je vais lever une anomalie dès qu'un utilisateur ne ressemblera à aucun groupe, c'est-à-dire qu'il sera complètement isolé par rapport à la représentation, ou un utilisateur qui va changer de groupe de façon. Donc la force des algorithmes de TUBIA, c'est qu'ils sont capables de détecter des anomalies de manière générale sur le réseau qui ne sont pas forcément liées à une typologie d'attaque spécifique. C'est-à-dire que vous ne ciblez pas une exfiltration de données, vous ne ciblez pas un ransomware, vous ne ciblez pas une destruction, vous ciblez une déviance comportementale. Donc 3 exemples basés sur des logs qui sont de sources différentes, mais à gauche, vous avez un exemple basé sur les données firewall. Donc c'est un historique d'échange de données entre IP, qu'elles soient internes ou externes au réseau. L'ensemble de ces échanges peut être vu comme un graphe mathématique où chaque IP est un nœud et le volume de données échangé entre 2 IP est une arête. Et on le voit, si la forme du graphe change trop, on parle de topologie à ce moment-là en mathématiques, alors l'algorithme va détecter une anomalie. Donc ici, vous avez le système sain à gauche et à droite, vous avez un système avec une déviance comportementale. Donc ça peut être un scan de port, un scan d'IP qui se met soudainement à contacter l'ensemble des IP du sous-réseau. Au centre, on va résumer l'activité d'utilisateur au fur et à mesure de la journée par l'intensité de leur communication sur 9 canaux différents. Et de façon identique, l'algorithme apprend la signature propre à chaque utilisateur. Et si un comportement observé diffère trop de la signature, donc vous le voyez entre la partie gauche et la partie droite, vous avez une alerte qui va être levée. Et à droite, c'est une technique qui est utilisée de type embedding, c'est-à-dire qu'on va chercher des espaces de représentation mathématique des assets du réseau pour visualiser leur évolution dans le temps. C'est vraiment une technique assez spécifique et on va creuser cette technique parce qu'on l'utilise pas mal dans les différents algorithmes du EBA qu'on a pu mettre en place. Donc, tout ce qui est algorithme de réduction de dimension, donc vraiment embedding, ils vont permettre notamment de cartographier, que ce soit des adresses IP d'un réseau ou d'autres éléments, afin de déterminer automatiquement des zones associées à des anomalies. Donc là, le but, c'était d'arriver à représenter, à modéliser le comportement des algorithmes et de dire « je vais réussir à identifier des zones à risque ». Donc, on entraîne l'algorithme, on fait des simulations d'attaque et on va arriver à identifier des zones associées à des attaques. Donc, c'est les zones que vous voyez apparaître en jaune. Et par la suite, l'algorithme prend les données, applique une réduction de dimension et les positionne dans cet espace. Donc, c'est vraiment une représentation, une aide à la décision. Et à ce moment-là, si les données sont dans une zone que l'on connaît comme à risque, on peut lever une alerte. L'objectif de ces algorithmes, c'est d'avoir une IA qui n'est pas forcément une boîte noire, mais qui va être une aide à la décision pour des cyberanalystes. Ça veut dire que le but, c'est de laisser quand même l'expertise d'analystes cybersoc niveau 1, niveau 2, niveau 3 au sein du processus d'investigation. Une autre variante de l'embedding, ça permet de représenter les communications firewall dans le temps. Donc là, ça utilise un peu ce que je vous ai représenté avant et le but, c'est d'arriver à modéliser l'évolution comportementale au sein d'ASI. Donc la représentation ici est créée grâce à un algorithme initialement issu du NLP, donc tout ce qui est Natural Language Processing, qui permet de synthétiser des gros volumes de données dans un espace visuel à 2 dimensions. Donc à gauche, vous avez l'état normal du système. Et dans cette représentation, vous avez les IP qui communiquent beaucoup, sont proches dans l'espace. Donc, vous voyez des groupes qui se dégagent. Vous représentez du coup différentes IP qui échangent assez fortement entre elles. Les IP qui émettent plus que ce qu'elles reçoivent sont en rouge et inversement, en vert, ce sont des IP qui reçoivent plus que ce qu'elles n'émettent. Donc, notamment tout ce qui va être DNS qui va être en vert. Et la taille des rangs est proportionnelle au volume de données échangées par les IP. Donc, à gauche, vous le voyez, c'est l'état du système à un moment normal. On voit 2 groupes d'IP qui communiquent beaucoup entre eux, en haut à droite et en bas à gauche, et au milieu le DNS avec les IP publics qui sont proches et qui vont communiquer, mais avec un échange raisonnable de données. Et à droite, en fait, vous avez un système pendant une attaque de type command and control qui va viser à faire de l'exfiltration de données au travers du DNS. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un grand nombre d'IP, des bots corrompus, qui vont se rapprocher du DNS et qui vont lui envoyer des données. À ce moment-là, le DNS, lui, va exfiltrer un grand volume de données vers l'extérieur du réseau. Donc, vous avez vos groupes d'IP en bas à gauche et en haut à droite qui ne changent pas énormément. Et encore en haut à droite, on voit que le SI se modifie, mais vous avez surtout une modification forte au niveau du DNS. Le DNS qui avant était
récepteur de données devient fortement émetteur de données, c'est-à-dire qu'il va faire, c'est lui qui va être à l'origine de l'exfiltration de données, et les adresses publiques qui étaient autour, qui étaient plus émettrices que réceptrices, deviennent fortement réceptrices avec un gros volume de données qui apparaît. Donc, c'est vraiment la force de pouvoir utiliser une technique de type embedding pour avoir cette représentation. Donc, l'algorithme, c'est ce qu'il va réaliser, et le but de cette technique d'embedding, c'est de pouvoir faire cette représentation et de dire voilà le comportement de l'algorithme, voilà comment il va réagir quand il va détecter une attaque. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de dashboard UEBA. Donc le but, au travers des algorithmes, puisque chaque algorithme va avoir une représentation différente, c'est de représenter la plage comportementale acceptable. Donc ça, par exemple, sur tout ce qui va être source de log et log web access, c'est quelque chose qui est assez pertinent, c'est-à-dire qu'on va comparer et on va construire en fait cette vague comportementale et comparer cette modélisation avec la même activité en temps réel. Vous avez en bleu clair la plage de comportement apprise par l'algorithme et vous avez effectivement en bleu plus foncé mais plus pertinent ce qui va sortir de la vague, qui va être la déviance comportementale. Donc vous avez la vague en fond qui est vraiment la vague comportementale apprise et on va dire les points qui bougent beaucoup qui sont le temps réel. Et dès qu'un point sort de la vague, c'est que vous avez une déviance comportementale. Donc, un cas concret lié à la représentation du nombre de visites qui peut être effectué sur un site web, c'est celui-là. Et vous voyez assez facilement une temporalité qui se dégage. Donc là, c'est un cas concret brut, hein, évidemment, d'un algorithme UEBA qui va représenter le nombre de visites. Donc, l'algorithme prédit le nombre de visites observées sur le site. Donc, c'est la vague en jaune clair que vous voyez, hein, avec une périodicité qui se dégage. La périodicité, c'est jour-nuit. Dans cet exemple, l'algorithme constate un trop gros écart entre la valeur prédite pour les 15 prochaines minutes et la valeur observée. Donc, une alerte est levée. Dans le cas du machine learning non supervisé, hein, encore une fois, on ne cible pas un comportement spécifique, mais une déviance par rapport à une norme apprise. Donc, il est très important d'entraîner l'algorithme avec des jeux de données pertinents, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux de données équilibrés, non équilibrés français-étrangers, mais après, d'entraîner l'algorithme avec les jeux de données du client. Donc, il y a toute une phase de contextualisation importante. Et là, il faut bien entendre que quelqu'un qui vous dit, au travers de l'IA, au travers du machine learning, je fais tout de suite, il faut se méfier tout simplement parce que le machine learning a besoin d'apprendre. Et si on met un algorithme qui n'est pas contextualisé, on va avoir des alertes qui vont pouvoir popper, mais qui ne sont pas pertinentes par rapport à votre activité, par rapport à votre entreprise. Et là, dans le graphe, on va détecter deux pics d'activité. Le premier, c'était, donc on a eu le retour client. À chaque fois, c'était sur les deux pics, ce n'était pas un acte malveillant, mais le client nous avait confirmé que c'était absolument ce qu'il voulait détecter. Le premier, c'était une réaffectation d'IP statique qui était utilisée par un proxy avec un mode de communication qui faisait penser à un groupe d'attaquants connus de type APT. Et le deuxième, le retour, puisque c'était dans le cadre d'une supervision pour un ministère, le deuxième retour, c'était ce n'est pas un acte malveillant, mais on ne vous donnera pas, on ne vous expliquera pas quelle est la cause du pic. Donc la matrice MID, la stratégie de détection, les scénarios d'IA font faire référence à une question, c'est pensez-vous être protégé? On essaie toujours de détecter ce qui est connu, peu connu ou encore inconnu, et à chaque, on va dire, comportement, il y a une méthode propre, efficace pour essayer de se protéger. Donc, il est dit que presque 80% des attaques sont dues à l'entité qui se trouve entre le PC et la chaise, donc l'utilisateur. Damien en parlait tout à l'heure, faire une campagne de phishing, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais on a déjà fait l'exercice, on fait une campagne de phishing, on met en titre « Attention, campagne de phishing » et dans le texte « Attention, ne pas cliquer », on va quand même avoir des personnes qui vont cliquer. Si vous faites le même test en récupérant, je ne sais pas moi, l'adresse mail du COMEX du PDG, vous demandez à remplir un document pour des questions réglementaires avant une date butoir, vous allez voir que le nombre de personnes qui auront cliqué, qui ont réalisé l'action est beaucoup plus important. Pour récupérer l'adresse mail, c'est simple, hein. La plupart des entreprises, c'est prénom.nom, première lettre du prénom, nom de famille, @entreprise.fr. Vous allez sur LinkedIn, vous pouvez retrouver facilement ces informations. Donc, le collaborateur, c'est clairement une entité qui est identifiée comme une entité à risque dans la cible de l'analyse comportementale. Mais la matrice MIT, les tactiques, les techniques d'attaque, les menaces qualifiées, il y a un scénario d'IA, il est intéressant de pouvoir donc transmettre des métriques qui représentaient effectivement graphiquement ces informations au travers d'une interface. Donc, les solutions actuelles, la stratégie d'action sont orientées système d'information, puisque
Le premier lot à intégrer quand on parle de stratégie de détection, ça va être les sources de log de type firewall, proxy, web access, notamment pour la partie UBA. Mais le but à un moment, c'est de se dire, très bien, pourquoi on ne peut pas changer le prisme de l'entité de risque? Pourquoi pas réfléchir et se dire, au travers de l'UBA, je vais être capable de modéliser autre chose qu'une déviance comportementale d'un utilisateur, d'un groupe d'utilisateurs ou d'un équipement de sécurité. Donc là, le but, c'est d'essayer de réfléchir sur différents secteurs d'activité et de se dire, voilà, quelles sont mes entités à risque? Comment je peux réussir à modéliser ou à utiliser l'UEBA dans un cas? Est-ce que c'est la bonne solution dans chaque cas? Et on va voir que l'UEBA, l'IA, peut être utile dans certaines déviances comportementales, mais pour certains comportements, il faudra utiliser une règle de détection, une règle de corrélation. On va commencer par le secteur du train. Donc, je rappelle, il est nécessaire pour une entité de risque et de façon plus globale de corréler cette réflexion avec une analyse de risque métier. C'est-à-dire que quand on parlait d'équipements de sécurité périphérique, on accompagne nos clients puisqu'on a l'habitude de déployer un SOC avec une stratégie de détection. Mais dès qu'on va aller sur du métier, dès qu'on va aller modifier l'entité à risque qui n'est plus l'utilisateur, le collaborateur ou l'équipement SI, on a besoin d'une analyse de risque métier. Donc, par exemple, sur le secteur du train, vous avez la zone de signaling qui va permettre d'indiquer à un train, tu prends à droite ou à gauche. Donc, c'est une zone critique avec un taux de probabilité d'attaque assez fort. Donc, est-ce qu'il ne serait pas pertinent, possible de surveiller le comportement de cette zone au travers soit d'une règle de détection, de corrélation? C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal qu'un signal vers un train prenne plus d'un temps défini avec un rebond entre différentes plateformes, ou est-ce que ce signal n'a pas été modifié au passage d'un équipement? Est-ce qu'il n'est pas pertinent de surveiller le comportement de masse des passagers au travers point d'accès Wi-Fi ou point d'accès en fonction du passage vers des trains? Est-ce que représenter le comportement d'une gare ne permettrait pas de détecter une déviance comportementale? Donc, tout ça, ça doit être corrélé encore une fois à une analyse de risque. Mais quels seraient les risques en fait associés? Est-ce qu'un changement d'affichage sur un écran dans une gare, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact fort ou pas? Mais est-il possible aussi de modéliser le comportement d'un train par rapport à l'ensemble des trains? On va savoir que chaque train va avoir une communication qu'on va appeler train-sol qui est active en continu. Mais quel est le niveau d'information qui va être échangé? Quel est le type d'information qu'on va pouvoir récupérer? Le but, c'est de savoir quelqu'un qui est dans le train, qui va pouvoir accéder au Wi-Fi, à quels autres éléments il va pouvoir avoir accès. Puisqu'on sait que dans un train, vous allez avoir un système qui va gérer la vitesse, un système qui va gérer la clim, un système qui va gérer les freins. Donc, le but, c'est de se dire quelles sont les possibilités d'un passager qui accède au Wi-Fi, quels sont les risques qui sont présents, est-ce que quelqu'un de mal intentionné peut exploiter une faille pour pouvoir accéder au système qui va gérer la vitesse, les freins, la clim, tout ce qui va être électricité. Donc, vous allez avoir des risques qui sont plus ou moins forts, mais c'est d'avoir cette représentation et d'avoir ce risque en visibilité. Sur la partie commune, puisque le but, c'est aussi, et on a entendu parler, de pouvoir aussi apporter une stratégie de détection autour des communes. Donc, on sait que les entités à risque au niveau des communes vont au-delà du collaborateur. Donc, l'accès aux données, par exemple, état civil, ça peut constituer une entité à risque. Et là, le machine learning non supervisé peut permettre d'apporter une vraie pertinence en termes de détection et d'identifier une déviance comportementale sur des accès à ces données. Donc, on a pas mal de clients qui viennent nous voir pour essayer de travailler sur du machine learning, de la déviance comportementale pour tout ce qui va être accès à du data lake, dès qu'il va y avoir de l'identification forte et dès qu'il va y avoir une criticité sur les données. Donc, la mise à disposition de services en ligne aussi augmente le risque d'actes malveillants sur des applicatifs et une détection comportementale et notamment une déviance sur l'accès à des sites, on l'a vu par rapport à l'accès qui était avant, peut être pertinent. Et je parle bien de déviance comportementale au-delà du service qui va être down ou up, qui est binaire. Les villes connectées ou tout ce qui est smart city, c'est aussi quelque chose qui va faire apparaître de nouvelles problématiques avec des sources de logs de type IoT. Encore une fois, l'IoT, récupérer les logs du feu rouge, vous allez pouvoir rien en faire. Par contre, dans une stratégie de détection plus globale, pouvoir récupérer la source de log qui va centraliser tous les feux rouges, ça peut peut-être être intéressant. Quel est le risque associé? Quel est le volume de log qu'un feu rouge du coup va générer, mais que la plateforme centrale va pouvoir lui transmettre? Quelqu'un qui prend possession de ce système, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme activité? Est-ce qu'on ne peut pas détecter le fait qu'on ait 5 feux rouges qui vont passer au vert dans un temps défini sur un même tracé? Est-ce que ça, dans l'analyse de risque, c'est quelque chose à faire ressortir? Est-ce que ce comportement serait normal ou anormal? Donc, sur la partie
accès aux données d'état civil, voici un exemple de ce qui pourrait être fait pour pouvoir avoir une stratégie de détection et une déviance comportementale identifiée. Donc, le but, c'est d'utiliser les algorithmes d'IA pour détecter les anomalies dans des accès à un serveur qui va stocker les données sensibles, mais ça peut être global, pas que sur tout ce qui va être état civil. Mais on va procéder de la manière suivante. Donc, le but, c'est de caractériser chacun des accès. Donc, pour cela, on va calculer ce qu'on appelle des features qui vont représenter en fait ce que l'on va surveiller. Donc, les features sont la durée, par exemple, la durée de la session d'accès, le type de connexion, le nombre de bytes de la connexion, les éventuelles erreurs d'accès, la source de connexion, le pays. Donc, ça va être l'ensemble des features qui vont être intéressants à superviser. Et pour chacune des sections, on va utiliser des features notamment pour la caractériser. Donc, on va faire cela grâce à des algorithmes de type non supervisé d'embedding qui vont projeter les features de chaque session dans un espace mathématique. Et ensuite, on va rapprocher les sessions qui sont similaires. On va les rapprocher dans cet espace. Donc, c'est vraiment le principe de l'embedding. Et c'est l'image à droite sur le slide. Donc, à partir des embeddings obtenus, on va déterminer toutes les sessions similaires, proches, et on va en déterminer des grandes catégories. Donc, vous allez avoir tout ce qui apparaît en vert, en bleu et en rouge. Et surtout, on va voir apparaître toutes les sessions qui sont à ce moment-là anormales parce qu'elles ne seront dans aucune autre catégorie. Donc, c'est ce qu'on appelle les outliers en termes d'anomalies. Donc, il est possible ensuite de représenter ces anomalies avec un graphique comme celui qu'on voit en bas. Et vous allez voir, vous avez une temporalité qui se dégage assez fortement. Donc, vous avez là le jour-nuit, jour-nuit, week-end. Vous avez des sources de log qui communiquent en continu. Et vous avez en haut du graphe des sources de log qui vont communiquer sans temporalité qui se dégage, mais avec un comportement de feature assez surprenant, qui vont communiquer qu'à des périodes, mais sur des plages horaires particulières depuis des sources avec, encore une fois, des features qui sont particulières. Donc ça, c'était un exemple pour montrer comment on pourrait accéder, comment on pourrait représenter une déviance comportementale sur des accès à des données sensibles. Mais encore une fois, valable pour tout ce qui va être data lake. Là, on a vu ça pour état civil, mais même si vous avez en interne vraiment des données très sensibles, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire l'IA remplace tout, mais si vous avez, vous, des règles strictes assez simples, c'est-à-dire que vous n'autorisez pas un accès à ces données au-delà de 18h30 pour aller détecter un comportement déviant qui est le dimanche à 2h du matin, je n'ai pas besoin de mettre de l'IA en place. Je mets une simple règle de détection qui dit vous me ressortez une alerte chaque fois que quelqu'un essaye de se connecter après 18h30. Même chose quand vous êtes dans le secteur de l'énergie, si vous supervisez les températures des cuves, vous n'avez pas besoin de mettre en place du machine learning non supervisé ou supervisé pour aller détecter une déviance de température, notamment si vous avez comme consigne tout ce qui va varier en termes de température doit faire l'objet d'une alerte et d'un suivi. Donc là, détecter quelqu'un qui aurait pris possession d'une cuve pour en changer la température au travers d'un acte malveillant ne nécessite pas la mise en place d'un scénario d'IA. Une simple règle de détection suffit. L'IA, le machine learning non supervisé, ça va être intéressant, ça va être pertinent dès que vous autorisez une déviance dans votre système. Vous ne dites pas à vos utilisateurs, tu n'accèdes pas du tout à Internet ou tu ne te connectes pas à ces serveurs. C'est la même chose pour énormément de systèmes, d'applications dans votre système d'information. Donc, de même que pour les communes, représenter ou présenter une entité à risque va différer en fonction des secteurs d'activité. Dans le domaine de l'événement sportif, quels sont les risques qu'on va pouvoir identifier? Donc, tout ce qui va être l'accès aux données sportives. Donc là, on se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu sur les états civils. Mais pourquoi on ne pourrait pas considérer l'affichage des canaux de diffusion d'images comme une entité à risque? L'usurpation ou même le piratage de canaux de diffusion d'images, c'est ce qu'a subi un grand groupe il y a quelques années. Avec le matin, vous aviez que des écrans noirs avec des messages orientés terroristes qui étaient affichés. Les infrastructures connectées présentent également un risque, parfois humain. En cas d'accès malveillant, si vous bloquez l'ensemble des sorties, les portes automatiques, les ascenseurs, quel est le risque associé pour un acteur malveillant et quel est le risque par rapport aux personnes ou à l'infrastructure? Le collaborateur reste toujours, on l'a vu, une entité à risque. Mais voilà, c'est de se dire par rapport à un secteur d'activité, quels sont les risques que je peux identifier, quelle est l'analyse de risque et du coup, comment je vais détecter quelqu'un qui va prendre possession de l'affichage, qui va en modifier l'affichage,
qui va stopper l'affichage, détruire ou faire passer le message qu'il souhaite sur ces écrans. Le secteur médical, c'est assez intéressant. Il y a quelques années, il y a un intervenant qui avait expliqué comment, depuis un accès Wi-Fi d'un hôpital, puisque vous le savez, l'hôpital, c'est quelque chose qui est très ouvert, il avait pu pirater, accéder aux IRM de l'hôpital et en récupérer les résultats. Donc, lui, le secteur médical va présenter des contraintes qui sont différentes. Il y a un besoin d'accéder rapidement à des données médicales. Damien, tout à l'heure, vous en parlez, mais le ransomware est très en vogue, notamment dans ce secteur d'activité, tout simplement parce que vous avez une prise de décision qui est immédiate et vous avez un ensemble d'équipements connectés, semi-connectés et énormément d'environnements ouverts. Donc, pourquoi ne pas représenter le comportement d'un hôpital et détecter une déviance comportementale en fonction des données disponibles? Ça peut être en fonction aussi, notamment d'un nombre important d'applications qui sont utilisées. Mais on peut le voir au travers de l'accès aux dossiers patients. C'est également une problématique d'accès à des données critiques. Donc, un médecin qui accède au dossier patient, c'est normal, mais accéder à 50 dossiers patients dans un créneau défini le week-end, c'est plus normal. Consulter le dossier patient d'un membre de sa famille, ce n'est pas autorisé, ou consulter le dossier patient d'un membre ou d'une personne VIP pour éviter la fuite de données sur Internet, c'est des choses à surveiller. Donc, en fonction de la déviance qui est autorisée et vraiment associée à l'analyse de risque métier, il va être pertinent de mettre soit de la détection, de la corrélation ou du machine learning supervisé, non supervisé. Donc, l'analyse de risque de chaque secteur mettra en avant différentes problématiques et les impacts potentiels associés. On a aussi le secteur de l'automobile qui va présenter différentes caractéristiques. Si on prend la location de voitures, vous branchez votre téléphone, quand vous rendez votre voiture, n'importe qui passe derrière vous peut récupérer les données de votre téléphone. A priori, les données stockées concernent les 3 dernières personnes qui ont connecté leur téléphone dans une voiture de location. Donc, n'importe qui arrive peut récupérer ces données. Donc, quels sont les risques, les entités dans ce secteur? Il y a la gestion du parc, quelqu'un qui prend accès dans une usine de production, quelles vont être pouvoir les actions qu'il va pouvoir effectuer. La problématique des locations, je vous le disais avec les donnisateurs, lorsque vous connectez votre téléphone dans la voiture de location. Donc après, combien de nouveaux utilisateurs qui utilisent la même voiture de location, vos données seront-elles effacées? Lorsque vous rendez cette voiture, du coup, est-ce que vos données sont supprimées ou récupérées? Modéliser le comportement d'un site de production, non pas pour superviser effectivement la production du jour, mais vraiment le comportement, les communications entre les machines, les applicatifs, les accès distants en fonction de l'analyse de risque peuvent permettre de répondre à une problématique de sécurité. Le secteur également bancaire. Donc, vous avez différentes problématiques qui apparaissent, le paiement sans contact, le transfert d'argent, la modélisation notamment d'une déviance comportementale dans une banque. Alors, le secteur bancaire, au niveau de la fraude, ils utilisent déjà des scénarios de machine learning non supervisés pour identifier de la déviance comportementale. Tout ce qui est fraude va être suivi, mais c'est la même chose pour la partie assurance. Vous avez par exemple des algorithmes qui vont permettre de mettre en visibilité, très bien, dans un accident, vous savez que vous avez toujours 3 protagonistes. La personne qui déclenche l'accident, celle qui le subit, c'est la personne qui va réparer la voiture. Si cette même personne, vous voyez, au fur et à mesure dans l'année, change de position, passe de A à B, de B à C, revient à A sur différents sinistres, il y a une déviance et il y a une problématique. Vous avez d'autres cas qui peuvent être très bien, j'achète une voiture dans un pays, et je vais provoquer un accident dans un autre pays tout simplement parce que les conditions, la réglementation ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est détecté au travers de scénarios d'IA, machine learning supervisé, non supervisé, pour détecter une déviance comportementale en termes de fraude dans ces environnements-là. Donc voilà, le but, c'était de vous présenter en fait quelles pouvaient être les entités à risque et les possibilités associées dans différents secteurs d'activité. Donc, je n'ai pas couvert tous les secteurs d'activité, mais c'est de savoir, après, au-delà du collaborateur, au-delà du SI et des algorithmes d'IA, de machine learning de type UEBA que je vous ai présenté, de se dire très bien, on peut ensuite appliquer une réflexion par rapport à une analyse de risque à énormément d'entités à risque dans les secteurs d'activité qui diffèrent. Donc, certains des cas que je vous ai présentés ont pu être présentés notamment parce qu'on a eu des analyses de risque de la part de clients, donc c'est des vrais cas avérés. D'autres, c'est plus des projections avec des réflexions à avoir. Voilà, est-ce qu'il y a des questions
En tout cas, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Alexis et encore merci à Damien. Donc effectivement, si vous avez des questions, on vous invite à les écrire via l'onglet questions. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Alors, j'ai une première question. Donc, bonjour, les logiciels sont-ils disponibles pour des petites structures inférieures à 75 postes informatiques? Alors oui, bien évidemment. Le but, c'est dans la stratégie de détection, on s'appuie sur les logs qui sont transmis par les équipements de sécurité. Donc, il faut d'abord cibler en priorité tout ce qui va être routeur, firewall, DNS, AD. Donc, ça va vraiment dépendre de votre parc informatique, sachant que la plupart des attaques, au travers de l'AD, du DNS et des équipements de sécurité périphériques, on va pouvoir le détecter. Donc, ça, c'est plus une étude à voir et à identifier parce que les postes utilisateurs, les PC, c'est pas quelque chose sur lequel on va récupérer les logs, puisque dans le SOC que l'on déploie, on déploie 3 solutions, un scanner de vulnérabilité, le SIEM et Rebellion, donc les premières technos dont je vous ai parlé, qui vont contenir les algorithmes qui ont été présentés. Donc c'est plus un focus à faire et une étude à faire ensemble en fonction des sources de logs pertinentes que vous avez dans votre SI. C'est possible, mais il faut l'étudier ensemble tout simplement pour vous dire si c'est pertinent ou pas par rapport à votre contexte. Très bien. Alors, j'ai une autre question sur… et oui, on vous enverra les slides de présentation à l'issue de ce webinaire. Très bien, mais je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez des questions que vous voulez nous poser plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous répondra avec plaisir. Donc, on va clôturer ce webinaire. Donc, à nouveau, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir.